Merci beaucoup, Béatrice. Mais effectivement, je suis moi aussi très content de revenir et de faire de sauter le haha, comme vous le disiez à l'instant, pour évoquer donc un autre domaine qui m'est cher, au-delà des jardins de la Renaissance, qui est donc cette question des jardins contemporains et des enjeux aujourd'hui du jardin dans notre monde. Et donc d'ouvrir aussi cette dernière section, cette dernière séquence du cycle sur le renouveau des jardins, les enjeux publics et les expériences privées. Alors, comme vous le citiez, donc, alors voilà la couverture. Je n'ai pas encore eu le livre qui est sorti il y a quelques jours. Tout ce dont je vais vous parler naît d'un travail que j'ai fait avec Monique Mosser, que vous avez déjà entendu, pour ce livre donc, aux éditions Scala sur le jardin contemporain, renouveau, expérience et enjeux. Notre idée était d'essayer de dresser un panorama de la création contemporaine. Alors contemporain, ça veut dire beaucoup de choses. En l'occurrence, c'était de tout ce qui s'est produit depuis les années 1970, puisqu'il y a vraiment eu un renouveau des jardins, je vais y faire allusion, et donc d'évoquer un petit peu toutes les tendances très foisonnantes des jardins à partir d'une série d'exemples un peu emblématiques, significatifs, puisqu'il y a des registres très différents, et c'est un petit peu ce que je vais vous proposer de voir ce soir. Il n'y a pas une unité stylistique ou d'unité formelle. Il y a au contraire des approches très différentes en fonction des individus, en fonction des contextes, en fonction des échelles. Et donc peut-être on peut plutôt raisonner de manière un peu typologique par type de situation. Il y a d'abord évidemment tout ce qui se passe à propos des parcs publics, les enjeux de l'espace public. Donc ça, ce sera le premier point d'exposer après une brève introduction sur cette idée du retour au jardin. Et puis, il y a aussi tout ce qui se passe en lien avec ces enjeux du jardin public, l'idée des jardins, le regain des jardins collectifs. Et donc, on va décliner cette métaphore du laboratoire que j'ai choisi comme fil conducteur un petit peu, parce que les jardins ont toujours été des lieux d'expérimentation et ils le sont particulièrement aujourd'hui. Et puis aussi des laboratoires artistiques, donc davantage des démarches qui relèvent de la création, qu'il s'agisse de créateurs, plasticiens, artistes au sens propre, dont c'est le métier, ou bien de personnalités qui, notamment à travers le monde des collectionneurs, des amoureux des plantes, investissent le jardin avec une réelle démarche créatrice, parce que le jardin devient expression de soi, finalement. Et puis on verra, donc ce sera le quatrième point, les laboratoires floristiques, qu'en même temps, tout cet intérêt, ce renouveau d'intérêt pour les jardins et aussi pour les plantes, pour le patrimoine horticole, s'entremêle aujourd'hui avec les grandes questions liées à l'écologie, aux préoccupations environnementales, et le jardin est très fortement aujourd'hui un laboratoire écologique, un lieu où certaines démarches cherchent à inventer des nouvelles manières d'habiter la planète, et donc ce sera sur cette dernière idée qu'on terminera ce parcours. Alors, quelques mots simplement, parce que le sujet en lui-même est immense, mais pour faire le lien avec tout ce dont il a été question jusqu'à présent. Le cycle est arrivé jusqu'au XXe siècle. Le XXe siècle est un peu compliqué en matière de jardin, parce qu'il y a vraiment une césure qui est produite par la Seconde Guerre mondiale, dont Domenico Luciani, je pense, a rendu compte lors de la dernière séance. Il y a eu vraiment pas forcément dans tous les pays, en Angleterre il y a davantage de continuité, mais dans beaucoup de pays européens, en France bien sûr, en Italie, en Espagne, une rupture, un moment d'éclipse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui est lié à tous les enjeux de la reconstruction. Le jardin devient quelque chose de secondaire, de jugé comme secondaire. On est dans une logique de zoning, de fonctionnaliste, sont les fameux critères, les fameux principes de la Charte d'Athènes. Donc il faut des lieux pour habiter, des lieux pour travailler, des lieux pour se divertir éventuellement. Et dans cette classification des espaces, liés aux fonctions de ces espaces, le jardin ne trouve pas sa place. Et va apparaître une notion alors qui, en réalité, qu'on trouve vraiment dans les textes à partir des années 70 et surtout 80, mais cette fameuse expression d'espace vert. Et un espace vert, ce n'est pas un jardin, c'est un lieu qu'on colorie en vert sur les plans d'urbanisme.
Ces espaces verts, ce seront notamment tous les pieds d'immeubles, toutes ces zones collectives plus ou moins négligées au pied des grandes constructions des fameuses ZUP, les zones à urbaniser en priorité, qui seront l'essentiel de la commande, enfin une grosse partie de la commande publique dans ces années de l'après-guerre, avec l'urgence de la reconstruction, et ensuite l'accélération, le boom économique, une économie dopée par le plan Marshall en Europe, donc ces fameuses 30 glorieuses, comme les a baptisées l'économiste Jean Fourastier, qui seront un moment où l'opulence, l'automobile, une accélération des modes de vie va aussi dans cette mise à l'écart des jardins. L'image juste sous les yeux, que vous avez sous les yeux, c'est un de ces espaces verts, mais là où il y a une réelle qualité paysagère, et aujourd'hui on est en train de travailler beaucoup sur l'histoire de ces jardins des 30 glorieuses. Ici on est à Saint-Étienne, la ZUP Beaulieu, et un agronome, Marc André, a, dans ces années 50, réalisé là quelque chose de très grande qualité. Il y a des exceptions. Dans beaucoup de lieux, c'était simplement végétalisé avec toujours les mêmes essences, les prunus, les choses très banales, parce qu'il y a aussi un appauvrissement du patrimoine horticole. Ici, une recherche de qualité liée à un travail sur les niveaux. Donc, une certaine éclipse qui a été notamment analysée très en détail par un philosophe italien que j'ai eu l'occasion de traduire, qui s'appelle Rosario Assunto, qui a forgé justement cette expression « retour au jardin », « ritorno al giardino », pour évoquer ce qui s'est produit à partir des années 1980, où ce temps de négligence a peu à peu, progressivement bien sûr, cédé le pas à une reconnaissance catalysée par toute une série de démarches, par des prises de position, notamment dans le domaine des jardins historiques, par des combats véritablement de figures qui se sont battues pour sauvegarder des lieux qu'on menaçait. Il y a notamment en 1981, à l'instigation d'un comité scientifique de l'ICOMOS, donc lié à l'UNESCO, la rédaction et l'approbation de la charte de Florence, qui régit les principes d'intervention sur les jardins historiques dont il est question en parallèle de ce cycle, ici à Chaillot. Et puis, Assunto, qui a été un des artisans de ce combat, justement, a analysé cette manière où peu à peu le jardin redevient au devant de la scène, où les commandes publiques reprennent place, et où interviennent toute une série de facteurs. Alors, qu'Assunto n'a pas forcément entrevu, parce qu'il est mort en 1994, et ces facteurs ont non cessé de s'affirmer depuis. Il y a bien sûr, évidemment, et nous on est complètement conscient aujourd'hui, tout ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler la conscience écologique, la conscience environnementale, qui fait que, à partir d'une mobilisation d'abord des scientifiques, d'intellectuels, et puis aujourd'hui de plus en plus la médiatisation, je crois que 2003, la canicule a été un moment sur le changement climatique, par exemple, fondamental, donc c'est assez récent finalement. L'idée que nos modes de vie, notre hyper-productivisme qui était à l'honneur dans les 30 glorieuses est en train de menacer notre environnement. Et donc tout ce climat-là, très complexe, que je ne vais pas m'amuser à résumer, joue dans une nouvelle sensibilité, une attirance pour la nature et donc pour les jardins. Il y a aussi évidemment dans ces facteurs, il y a aussi la mobilisation des associations, de tout ce qui a de cette reconquête du vert patrimoine, pour reprendre l'expression de la sociologue Françoise Dubos, qui interviendra dans 15 jours à propos des relations entre les Français et les jardins. Alors ici, on est à Courson, Courson, donc ces fameuses journées des plantes que vous connaissez tous, qui ont commencé en 1982, donc là aussi c'est une date très précise, à l'instigation d'un certain nombre de passionnés d'horticulture qui étaient désespérés par cet appauvrissement de la palette végétale, et qui aujourd'hui est une des références et qui a essaimé à travers des centaines, il y a eu Saint-Jean-de-Borgard juste après, des centaines de fêtes des plantes qui sont des lieux d'échange, non seulement de plantes, mais aussi d'idées, de passion. Il y a dans tous ces facteurs donc, également peu à peu un relais pris par le politique. Alors juste une image emblématique, c'est la Villette, qui a été aussi une étape très importante. Donc ce concours qui était préparé dès les années 70 par les études, donc cette requalification des anciens abattoirs de Paris, l'atelier parisien d'urbanisme, qui est l'organe qui prépare la politique urbaine à Paris, avait déjà prévu la transformation des anciens abattoirs, mais c'est l'élection de Mitterrand et les grands travaux de l'ère Mitterrand qui ont fait tout à coup qu'un grand concours à l'échelle internationale, 800 réponses
de participants donc, à ce concours, avec donc, le lauréat Bernard Tchoumi, je ne vais pas analyser le projet en détail, a fait que tout à coup, il y a eu une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un parc public à la fin du XXe siècle. Et on verra que c'est quelque chose qui a été essentiel dans ensuite le développement de cette idée d'un renouveau du jardin public. Et puis, alors là, plus compliqué encore à analyser, je ne suis pas sociologue, c'est la demande sociale. C'est en lien avec la conscience écologique, en lien avec une évolution des modes de vie, l'avènement des loisirs, comme on dit, comme le dit Corbin, l'historien Corbin, plus de temps libre, donc du temps pour visiter des jardins, du temps pour jardiner, aussi évidemment la pression urbaine, notre manque de verdure, et aussi de plus en plus, à partir des années 90-2000, ce qu'on pourrait appeler l'hyper-technologisation de notre civilisation. Alors aujourd'hui, quand vous regardez dans la rue les gens qui sont sur leur portable, leur smartphone, etc., qui marchent en étant connectés à Internet, on est vraiment dans cette... Parfois, enfin, il y a des situations souvent caricaturales, je pense que tout le monde a assisté à ce genre de scène, où on est tellement dans la virtualité qu'on est déconnecté de l'ici et du maintenant. Et le jardin est un des lieux où on est justement en prise directe avec l'ici et le maintenant, la réalité d'un lieu, la réalité d'un instant. Et donc, la demande sociale, on veut un jardin. J'aime beaucoup cette image. Alors ça vient d'une manifestation, d'une des nombreuses manifestations qui sont produites au moment où la mairie de Paris avait des projets de réutilisation des terrains ferroviaires laissés au-dessus de la gare du Nord. Hein, donc, les riverains se sont mobilisés. On voulait faire des équipements sportifs, etc. Et on militait pour que soit créé un jardin dans une zone qui manque beaucoup d'espace vert, comme on dit justement donc, au nord de Paris. Et donc, la mairie a finalement entendu ce message, lancé donc un concours qui a été remporté par l'équipe Courajou pour ce fameux jardin des Halles, hein, qui a ouvert assez récemment. On voit ici le chantier avec ce site magnifique, on aperçoit Montmartre au loin, juste deux images de ce jardin qui a été conçu d'ailleurs en faisant appel à un sociologue. Hein, c'était une des contraintes du concours, ce qui est un signe, je crois, vraiment de la manière aussi dont aujourd'hui le politique prend en charge, enfin essaie à veille, il y a une attention pour cette demande sociale collective qui est fondamentale. Alors cette demande sociale, elle porte justement un premier niveau d'expérimentation de laboratoire qui est celui qui relève du parc urbain, des espaces publics et de cette réinvention qui s'est produite finalement depuis en gros 20 ans. On pourrait partir de la Villette. Il me semble que peut-être encore plus emblématique, il y a un jardin que j'aimerais d'abord analyser un peu en détail, même si beaucoup d'entre vous le connaissent, j'imagine, c'est le parc André Citroën, alors qui est une œuvre de Gilles Clément qui interviendra dans quelques semaines, mais aussi de Alain Provost, qui est donc une métamorphose de friches industrielles, puisque beaucoup de ces parcs nouveaux, hein, c'est le cas de la Villette aussi, partout en Europe sont des requalifications d'espaces vacants libérés par la désindustrialisation des centres historiques des grandes métropoles. Et dans le cadre de Citroën, donc on est évidemment dans cette zone, mais je pense que tout le monde a déjà visité ce jardin. On est dans le cadre d'une usine automobile hein, qui a été libérée. Donc l'APUR, hein, l'atelier parisien d'urbanisme, a accompagné par une réflexion toute la requalification de ce quartier avec non seulement le jardin, une quinzaine d'hectares, mais aussi toute une série d'équipements, de logements, de bureaux. Hein, ici, on a le grand hôpital Pompidou encore en construction sous cette vue aérienne. Et donc un concours qui... Alors ça c'est très significatif, dans son règlement imposait des équipes mixtes, un architecte combiné à un paysagiste. La Villette a été, le concours précédent 3 ans plus tôt de la Villette a été un peu un triomphe de l'architecture à travers le choix du projet de Tchoumi qui est très architectural. Ici on est vraiment dans le retour au jardin où la dimension paysagère, la composante végétale est fondamentale et sera justement une des forces du projet lauréat qui est en fait un projet mixte, 2 équipes sont retenues ex aequo, Gilles Clément d'une part et Alain Provost. Et vous avez ici les 2 projets
qui avait un certain nombre de caractéristiques communes, l'idée de relier le fleuve, la Seine, donc au jardin par un grand système de bassins perpendiculaires, une grande esplanade vide aussi au centre. Et donc les deux équipes ont travaillé pendant un an pour réunir leurs deux projets, leurs propositions, et voici la résultante, donc le projet final réalisé, avec deux parcelles ici qui seront le jardin blanc et le jardin noir, et puis ce grand ensemble, l'esplanade donc centrale, entourée, flanquée d'un canal d'eau et puis entourée d'une petite canalisation, des serres monumentales, donc un grand espace très monumental à l'échelle du site et pouvant accueillir un large public, mais aussi, on va faire une promenade très rapide, toute une série de jardins plus intimes, notamment ces jardins sériels ici, sur la gauche, qui déclinent des ambiances et où le végétal est absolument fondamental. Ici, le jardin noir, donc Alain Provost, les paysagistes se sont aussi répartis un petit peu les séquences, donc un jardin très minéral, mais en même temps où il y a déjà une mise en scène des essences, on est dans des amphithéâtres, le jeu évidemment sur la palette au sens pictural du terme, ici, donc c'est Pinus nigra, ces tulipes, ces fameuses mythiques tulipes noires. On voit aussi tout le soin, toute l'attention apportée au mobilier, donc des jardins qui sont faits aussi, alors qu'à la Villette, vous avez plutôt des équipements sportifs, des jeux d'enfants, ici simplement des chaises pour s'asseoir, pour lire, pour dormir. Tout un travail sur l'eau, et puis cette grande allée diagonale, la traversière, donc, qui unit tout le site, tout l'ensemble de la composition, l'eau mise en scène, même s'il y a souvent des problèmes techniques. Alors ça, c'est une autre question, c'est toute la gestion et l'entretien de ces jardins. Toujours d'Alain Provost, cette partie qui met en scène justement les volumes taillés, ça c'est une constante dans son travail, donc les taupières avec tout ce jeu très beau, très graphique de tablettes de buis à peine déclinées dans les hauteurs, et donc tout un travail de taille évidemment, et donc les bouleaux blancs qui font ressortir ce jeu graphique. Et là, dans ces sortes de présentoirs latéraux, les végétaux qu'on peut voir, qu'on peut aller regarder dans tous leurs détails. Donc c'est vraiment une sorte de théâtre de la nature. Le jardin des métamorphoses, où les plantes changent de couleur en fonction des saisons. Donc on était dans cette partie ici. Et puis ces jardins sériels, donc cette fois l'équipe Gilles Clément et Patrick Berger, qui sont aussi un retour à l'idée qu'un jardin peut avoir un sens, peut être porteur d'une symbolique. Et donc vous avez sur ce tableau un peu la synthèse du discours. Ces jardins sont déterminés par un thème lié à une couleur, donc bleu, vert, orange, rouge, argent, or, un métal, une planète, un jour de la semaine. Alors ça, on n'est pas obligé de le savoir, et c'est peut-être quelque chose qu'on a rajouté qui donne cette symbolique merveilleuse, analogique, très dans le goût de la Renaissance, justement, puisque cette idée des correspondances est tout à fait typique du début de l'époque moderne. Mais ce qu'on peut très bien capter, très bien sentir dans le jardin, si on est attentif, c'est l'idée des états de l'eau et des sens, des différents sens, les 6 sens. Il y a un 6e sens, l'intuition, je vais vous montrer rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont ces jardins, qui ont toutes la même superficie, sont des variations, une sorte de variation sur thème. Il y a une dimension musicale, finalement, très, très virtuose, je crois, de la manière de composer l'espace et de créer ce qu'on appelle en paysagisme des ambiances. L'idée de donner une atmosphère à une scène à partir du choix des couleurs, des textures, du relief, de la lumière. D'abord le jardin bleu, jardin très méditerranéen, de niveau, des pergolas, toutes ces floraisons bleues et beaucoup de feuillage odorant, donc c'est l'odorat qui est mis en scène, jardin très lumineux, et avec donc ces pergolas métalliques, l'évocation de la pluie, cette petite goutte d'eau qui tombe dans ce petit abreuvoir, donc le début du cycle de l'eau. Et puis on va passer au jardin vert. Alors là, les choses déjà changent, on est un petit peu en creux, un couvert de chêne vert persistant qui apporte déjà de l'ombre, tout ce camailleux de vert avec des teintes très très douces.
Le sol change, on va avoir un autre traitement de sol. Les sols, c'est fondamental dans les jardins. Il faut toujours regarder là où on marche dans les jardins. Ça fait partie du confort et de la beauté des jardins. Petite fontaine, donc l'eau, la source cette fois, et puis c'est l'ouïe qui est évoqué. Alors, des floraisons printanières, c'est la saison. Et puis l'alchémie, ce merveilleux feuillage qui retient les gouttes d'eau. Le jardin orange, on continue dans la déclivité, on s'enfonce encore. Le couvert, donc le couvert, vous savez, c'est les parties boisées d'un jardin par rapport aux positions au découvert, augmente encore. On peut un peu, de plus en plus, dans l'intimité, isolée du reste de la composition. Il n'y a pas d'eau, littéralement, mais il y a ce tracé qui évoque un petit ruisseau. Et puis des textures particulières, c'est le toucher qui est évoqué comme sens. Et puis le jardin rouge. Alors à nouveau la lumière vient, on est encore en profondeur avec tout ce jeu sur la pente artificielle, une cascade métaphorique là encore, et des arbres fruitiers, donc le goût, avec tout un jeu sur les circulations, la manière dont on est soit dans des espaces très ouverts avec la pelouse, soit au contraire davantage sous l'abri des cerisiers, des pommiers. Le jardin argent, donc on revient à un plan de niveau, mais en contrebas, en creux, un jardin qui est fait pour être vu de haut, donc c'est la vue. Et donc c'est cette fois l'écoulement de la rivière, et évidemment des clins d'œil au carré Sansui, au jardin sec japonais, dans ce travail de Gilles Clément, les feuillages, et puis le jardin or. On retrouve le niveau de départ, on a bouclé le cycle, c'est la mer, l'évaporation, et c'est ce sixième sens qui est évoqué dans ce jardin, jouant sur toutes les feuillages, toute la gamme des feuillages dorés, donc toutes ces potentialités offertes par les cultivars, le fait que on a toute cette palette végétale, c'est une métaphore magnifique qui remonte au moins à Giacomo Giacomo, dont vous a parlé Monique Mosser, je pense avec le bois des moutiers. L'idée que les plantes sont comme les couleurs sur la palette et que le paysagiste les emploie. Et puis cette partie du jardin en mouvement que je vous montre juste, j'y referai allusion, qui est typique de l'œuvre de Gilles Clément. Et en même temps, cette grande esplanade qui crée l'unité. Il y a cette diversité et puis en même temps cette unité. Voilà, donc les jardins sériels en haut et puis en même temps une composition très forte qui permet au parc d'avoir une identité au sein du tissu urbain. Cette réflexion qui est sur le parc urbain, qui est à la fois donc le fait de politiques urbaines ambitieuses. À Paris, il y avait une nette volonté de doter Paris de grands jardins qui renouent avec la grande tradition des jardins parisiens, royaux et haussmanniens. Cette réflexion, elle vient aussi évidemment du travail des maîtres d'œuvre, des architectes, des paysagistes, et elle a donné lieu à une extension finalement typologique, je dirais, de l'idée même de parc urbain. Et un exemple emblématique pour évoquer cette question, c'est la promenade plantée, toujours à Paris, un petit peu plus tardivement, donc de 1988 à 2000, où on sort finalement de l'idée de parc, qui est une entité autonome, individualisée au sein du tissu urbain, pour aller vers davantage quelque chose qui relève de la promenade, qui est aussi une grande tradition remontant au moins XVIIe siècle, les promenades publiques, les Champs-Élysées, le cours La Reine à Paris, on est évidemment un exemple essentiel. Et donc, où le jardin est une sorte de modèle, de paradigme pour une autre forme de traitement de l'espace public, où on n'a plus cette autonomie, ce clos. Le jardin, c'est quand même le clos, mais où on a quelque chose qui est plus dans la porosité, dans l'insertion du tissu urbain. Et la promenade plantée, de ce point de vue-là, était, je crois, des étapes importantes dans la réflexion sur cette manière d'étendre, d'aller au-delà du jardin, finalement. Alors, juste, vous savez qu'on est bien sûr dans le 12e arrondissement. Ça, je vous le montre, c'est le même document que tout à l'heure. C'est une carte élaborée par Lapure qui vous montre, qui doit dater de 2006 ou 2007, je ne sais pas si on voit là, non.
toutes les zones plantées, et donc toute cette typologie, jardin public, espace, talus paysagers, etc., jardin privé, hein, c'est un travail extrêmement précieux de relever des zones jardinées. Donc on est, voilà, dans ce parcours qui part de Bastille et qui va vers l'est en direction donc, du bois de Vincennes, sur, là encore, quelque chose qui relève de la friche industrielle, en tout cas d'une infrastructure qui était devenue obsolète, une voie ferrée abandonnée dans les années 60 qui reliait Bastille à la proche banlieue et qui a été transformée, métamorphosée en jardin avec le viaduc des Arts, donc réhabilité par Patrick Berger, le même architecte, et ce traitement du sommet du viaduc en longue promenade rubanée, 4,5 km de long et 20-30 mètres de large simplement. Voilà un plan qui vous montre l'ensemble du tracé, qui relie des quartiers très différents. On est ici plutôt dans, entre guillemets, de l'haussmannien, alors que plus à l'est, on est dans des quartiers nouveaux, des ZAC, donc des zones d'aménagement concerté. Ces grandes opérations d'urbanisme qui intègrent non seulement les jardins, mais comme à Citroën, les constructions de logements, de bureaux, des équipements, etc. Et donc la promenade, du coup, opère une sorte de liaison sur ces 4 km et quelques de parcours entre des quartiers très hétérogènes qu'elle contribue à coudre finalement au sein du tissu urbain. Et on a en même temps cette vision très spectaculaire d'une autre ville, finalement. On est un petit peu en hauteur, au niveau de la cime des platanes, des arbres. Donc, en voyage, en quelque sorte. Il y a vraiment une idée de rythme aussi qui est créée par exemple, la répétition d'alignement de tilleuls de Crimée au niveau des piles, des ponts. On le voit très bien sur cette vue en perspective. Donc là où il y a le plus d'épaisseur de terre, qui contribue à générer des séquences, toute une série de références vraiment au vocabulaire du jardin, alors qui ont souvent été décriées comme quelque chose d'un peu passéiste, historiciste, mais qui, je pense, dans l'esprit des concepteurs, permet de donner à ce lieu extrêmement particulier une identité jardinière, finalement, une identité jardinière, horticole. Donc tout ce répertoire des treillages, des pergolas, et le choix des essences aussi, donc des choses très traditionnelles, des rosiers, etc., des lavandes, et puis tout ce jeu, là encore, sur des couverts et couverts, zones d'ombre, zones de lumière, qui donnent ce rythme et créent ces visions extrêmement spectaculaires, où on a les façades et ce petit bassin. Insertion directe dans la ZAC Reuilly avec les bâtiments. Ici, c'est un bâtiment de Porzampar. Donc, l'architecture et le jardin qui ont été conçus en concertation s'imbriquent l'un dans l'autre. Et puis, le jardin, la pelouse de Reuilly, donc sur l'ancienne voie ferrée, avec la passerelle et puis la pelouse. Alors, la pelouse, ça, c'est une constante aussi de ces commandes publiques. Il y a où les pratiques aussi ont beaucoup évolué. Avant, c'était ce territoire inaccessible et on était toujours jaloux de nos voisins anglais qui avaient toute cette culture du lawn. Et puis aujourd'hui, en revanche, la population a un désir de gazon, de pelouse pour s'y détendre, etc. Et ça devient une constante dans tous les programmes de commande publique. On a souvent, même en termes simplement quantitatifs, tant de centaines de mètres carrés de pelouse et à charge du maître d'œuvre de traduire ça dans l'espace. Et puis le parcours qui se termine, alors là on est en dessous, on est dans les zones zones talutées, donc l'évocation plutôt là d'un monde plus boisé, en transition avec les grands espaces du bois de Vincennes. Et ce modèle de la promenade plantée était cette promenade plantée a été un des modèles justement dans le développement de ce type d'aménagement. Je vous montre juste une image de la High Line dont la première section a été ouverte il y a 2 ans, qui est illustrée dans l'exposition donc sur la ville fertile, parmi dans le parcours, donc, qui est un peu la même situation, une infrastructure ferroviaire qui n'était plus utilisée, et les gens de New York d'ailleurs sont venus à Paris pour voir comment certains problèmes techniques avaient été résolus, l'épaisseur de terre très limitée, et alors là on a un autre type de traitement tout à fait typique des années 2000, je vais en reparler, les graminées, etc., avec notamment la
la participation de Piet Oudolf, ce paysagiste néerlandais qui est l'un des créateurs qui a beaucoup contribué à ce goût naturaliste. Alors, pour finir cette première partie sur les jardins publics, un mot à propos de Lyon, qui a été là aussi un laboratoire vraiment sur cette question de la politique publique en matière de jardin, puisqu'il y a eu pendant plus d'une vingtaine d'années une politique cohérente, suivie, au-delà des fluctuations de majorité municipale, pour doter la ville d'un véritable système de parcs et de jardins, puisque on a eu des interventions à des échelles très différentes, des choses qui ressemblent à la promenade plantée. Alors, c'est ce qu'on appelle le parc des hauteurs, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent à Lyon, qui est donc non pas véritablement un parc, mais une série d'aménagements sur la colline de Fourvière, avec par exemple ici une passerelle dessinée par Christine Danoki et Michel Desvignes, qui mettent en relation des zones de verdure et créent un parcours. Et ça, c'est tout à fait typique de ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de municipalités. C'est ce qu'on appelle les coulées vertes, ou les zones vertes. Cette idée d'avoir des promenades, donc avec des circulations douces, la marche à pied, le vélo, etc., qui vont au-delà toujours de la logique du parc urbain et plutôt dans une mise en relation des ressources en zone végétalisée, parc public, mais aussi éventuellement parc privé, jardin privé plutôt, qu'il s'agit de mettre en relation dans des parcours qui permettent de créer vraiment des entités au sein du tissu urbain et même dans l'intercommunalité entre plusieurs municipalités qui sont amenées à coopérer avec des programmes qui, du coup, sont parfois très compliqués à monter sur le point de vue administratif, parce que la difficulté, c'est que vous avez beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de compétences du point de vue de la maîtrise d'ouvrage, du point de vue de la commande, et donc parfois des chantiers qui sont difficiles à mettre en œuvre. Toujours à Lyon, donc aussi des interventions à échelle un peu plus réduite, au niveau d'espaces très urbains, de places, ici la place de la Bourse, d'Alexandre Chemetov, donc vraiment dans le cœur du centre historique. Et également, à échelle plus large, création de parcs nouveaux, toujours dans un contexte de désindustrialisation, alors en particulier à Gerland avec le grand parc donc, de Gerland confié à l'atelier Corajou, qui est toujours en cours de réalisation, donc avec notamment une grande promenade qui joue vraiment sur l'idée de mise en scène du végétal, qui reprend un petit peu la poétique, ça c'est une constante dans le travail de Corajou, du paysage agraire, réinterprété en termes de jardin, donc l'idée de l'alignement, l'idée de cette manière dont l'agriculture a modelé les paysages à travers cette géométrie qui n'est pas esthétique, qui est avant tout utilitaire, enfin, qui est liée à l'idée de gestion. Et Corajou, avec toute son équipe, Gabriel Chauvel, entre autres, a eu l'idée donc de transposer pour créer cette série de séquences, d'ambiances, où l'entretien peut être mécanisé. Et ça, alors, avec la mise au point d'engins spéciaux, inspirés, donc dérivés, adaptés du monde agricole, qui permettent de faciliter l'entretien. Et ça, on va y revenir, c'est une donnée essentielle aujourd'hui. Penser les jardins en termes d'entretien, en termes de gestion. Et aussi tout notre travail sur la lumière. Alors ça, on pourrait aussi en parler en détail, c'est un sujet extrêmement riche aujourd'hui, toute la question de la mise en lumière, des jardins qui doivent, dans beaucoup de cas, on considère devoir participer à la vie nocturne de la ville, même si longtemps ça posait des problèmes, ça continue à poser des problèmes en termes de sécurité, d'obsession sécuritaire de nos édiles. La Villette a été là aussi un des premiers lieux dans lesquels ce type d'expérimentation s'est produit. Et puis enfin à Lyon aussi, des travail sur des échelles très réduites, sur des tout petits bouts de jardin. Ici, on est dans un square Jules Guesde, 2000 m² à peine, où on est vraiment dans ce qu'on appelle les jardins de poche, donc ces petits jardins de proximité qui sont modestes, mais qui permettent aux riverains, aux habitants, d'avoir une petite zone, un petit espace de détente. Et là, il y a l'idée de prolonger au-delà de l'étendue, de l'emprise vraiment du jardin, avec ces grands pots plantés dans les trottoirs, de prolonger, d'avoir des échos dans
dans les rues, qui est une idée qui vient de New York, qui vient des pocket gardens, hein, donc des jardins de poche qui se sont développés à partir des années 60 et qui est une idée qui a beaucoup fait école en Europe. Alors, j'ai utilisé l'expression système de parc à propos de Lyon. C'est finalement un petit peu ce qui vient à l'esprit quand on se considère rétrospectivement tout ce qui s'est produit dans une série de métropoles. J'évoque Lyon et j'ai surtout montré des exemples français, mais on pourrait parler de Barcelone, de Londres. Cette idée de revenir à ce que Forestier, Jean-Claude Nicolas Forestier, avait appelé les systèmes de parcs, son fameux livre de 1906, Grande ville et systèmes de parcs, qui était une sorte de bilan des expériences haussmanniennes, et cette idée que pour avoir une qualité d'aménagement en matière ce que nous on appelle des espaces verts, donc, il faut intervenir à des échelles complémentaires. Et Forestier insistait vraiment sur cette idée en prenant donc ces expériences haussmanniennes, l'échelle vaste des bois de Vincennes et de Boulogne, les parcs urbains au sens propre, donc évidemment les buttes de Chaumont, et puis les squares, ici Batignolles, avec une échelle plus réduite, et qu'il ne suffit pas de faire des grands parcs, Montsouris, Montsou, etc., qu'il faut aussi avoir ces échelles plus réduites qui sont importantes dans la qualité de vie. Et finalement, on pourrait dire que tout ce qui s'est produit en matière de laboratoire urbain du jardin, que je vous ai résumé à gros traits, est une réinvention contemporaine aujourd'hui des systèmes de parcs hérités du 19e siècle de l'invention du parc public. Alors, en lien avec cette question du parc public, mais là je vais être beaucoup plus rapide, on pourrait évoquer l'idée du jardin comme laboratoire social, qui est aujourd'hui un lieu où on réapprend à vivre. Et là aussi, je faisais le lien à l'instant entre les expériences du 19e siècle, le début du 20e siècle et ce qui se passe aujourd'hui. On pourrait là aussi raisonner sur beaucoup de comparaisons. Juste une image pour évoquer les jardins ouvriers, donc cette idée née à la toute fin du 19e siècle au Danemark, en Allemagne, et implantée en France grâce à l'abbé Lemire, l'idée de donner aux familles ouvrières des lopins de terre pour subvenir à leurs besoins. Cette idée, elle a subi toute une série de métamorphoses au cours du XXe siècle. Elle a parfois donné lieu à des créations extrêmement audacieuses, et peut-être que Domenico Luciani vous a parlé je pense qu'il vous a parlé de Sørensen, dans ce immense paysagiste danois, mais donc ces jardins familiaux de Nærum que Sørensen a créés donc à la fin des années 40, qui sont des jardins ouvriers, des jardins familiaux, comme on les appelle aujourd'hui, mais traités d'une manière extraordinaire sur le plan de l'espace, avec cette série d'ellipses, cette fluidité de l'espace, cette simplicité de la composition, avec juste une forme répétée qui permet de caler complètement l'espace. Donc, ces jardins familiaux sont aussi une forme d'inventivité, et puis donnent lieu aussi à une réinvention, une innovation, un regain. Et donc, là aussi, j'ai fait juste allusion. Je pense que Françoise Dubost, dans 15 jours, évoquera beaucoup plus en détail toutes ces expériences, mais qui, je pense, participent vraiment au renouveau des jardins, avec donc cette idée d'autres formes de jardinage collectif qui sont des formes beaucoup plus spontanées, puisque les jardins ouvriers, on reste souvent dans le modèle paternaliste de philanthrope, alors que à partir des années 70, à New York notamment, on a observé toute une série de démarches beaucoup plus bottom-up, comme on dit aujourd'hui, et pas top-down, et notamment ce fameux mouvement des Green Guerrillas, magnifique appellation qui a été forgée par une artiste, Liz Christie, qui s'est mise à coloniser des espaces vacants, des terrains vagues dans Brooklyn, dans Manhattan, en lançant des seed bombs, donc des bombes de graines. Alors c'est des graines qui sont mises dans de la terre glaise, et on balance ça par-dessus le grillage et ça donne des floraisons. Ça permet aux plantes
Il y a beaucoup de formes aujourd'hui comme ça, de jardinage urbain spontané, alternatif et enfin, parfois qui s'apparentent au squat, hein, et qui ensuite se sont structurés avec la mise en œuvre d'un programme, Green Thumb, le pouce vert, et donc il y a plusieurs centaines de ces jardins aujourd'hui à New York, et phénomène qui a ensuite essaimé en Europe et notamment à Paris et dans d'autres villes de France avec ce qu'on a appelé finalement des jardins partagés. On n'a pas traduit littéralement le community gardens américain, qui sont donc ici le jardin, par exemple le potager des oiseaux dans le 3e arrondissement. Il y en a des 60 ou 80, je ne sais plus, à Paris aujourd'hui, qui sont des jardins où le jardinage, l'activité de jardinage permet de tisser du lien social entre les générations, entre les cultures, avec notamment beaucoup d'interventions souvent des écoles, et qui crée une autre forme de jardin public, qui ne sont plus les jardins publics générés par une commande publique, mais des formes beaucoup plus spontanées où interviennent énormément les mécanismes du monde associatif et donc d'autres formes de dynamique qui sont absolument passionnantes. Mais donc Françoise Dubos, encore une fois, je pense, vous évoquera en détail tout ce phénomène qui est essentiel dans le renouveau des liens entre les populations et les jardins en France. Troisième volet de ce parcours, l'idée des jardins comme laboratoire artistique, comme laboratoire plus personnel, mettre en scène une vision du monde. Et là, on va donc arriver à des expériences privées par rapport aux enjeux publics que j'ai jusqu'ici développés. Alors le jardin, là, on a une tradition qui je pense, est présente à tous les esprits maintenant à ce stade du cycle de cours. Le jardin a toujours été le support de démarches personnelles, créatrices. Il suffit de penser à Monet, hein, donc cette idée du jardin comme atelier en plein air. Et on a aujourd'hui beaucoup de plasticiens, d'artistes qui investissent le domaine du jardin en tant que tel, ou qui utilisent le jardin et qui d'une manière peut-être plus métaphorique dans leur travail. Et donc ça, ce sera en détail ce que va vous présenter Guy Tortosa la semaine prochaine. Juste deux exemples pour illustrer cette question. D'abord, un jardin de sculpteur, Éric Borja, hein, qui s'est installé dans la Drôme dans les années 70 et qui s'est converti au jardin à l'issue d'une série de voyages au Japon et qui a donc mis en œuvre la création d'un jardin personnel et ensuite qui est devenu jardinier, paysagiste et qui a créé de nombreux jardins. Mais celui-ci donc a été son atelier en plein air et Éric Borja raconte qu'il est passé finalement de la sculpture au jardin parce que c'était une sorte de médium qui lui permettait de vraiment faire ce qui l'intéressait, c'est-à-dire de travailler avec le temps, travailler avec l'espace, d'échapper au monde de la galerie. Et donc tout cela s'insère à travers cette démarche individuelle emblématique dans tout ce qui s'est produit aussi dans le monde artistique et qui fait que, en lien avec tous les facteurs que j'ai évoqués, la conscience écologique, etc., tant de plasticiens aujourd'hui s'intéressent au jardin parce que c'est un moyen de sortir du carcan institutionnel et donc dans la lignée de tout le mouvement qui a donné lieu au land art, au Earthworks, etc. Et donc, chez Éric Borja, alors avec aussi un travail théorique qui est intéressant, hein, je vais vous montrer comme ça quelques traités de jardin contemporains qui sont dans la lignée, dans l'héritage des traités de jardin qui ont pu vous être présentés jusqu'ici, qui a donc cherché à traduire d'une manière personnelle une transposition de la culture japonaise du jardin et du paysage. Alors un plan de ce jardin qui est donc qui est d'échelle assez modeste, hein, qui est situé sur un coteau avec une petite rivière qui coule en bas, l'air basse, et qui se compose d'une série de scènes faisant référence aux différents types de jardins japonais, des jardins de méditation, jardins promenade, hein, donc qui va vous rappeler tout ce que Daniel Elisseff vous a expliqué, mais avec qui n'est pas une transposition littérale, mais une réinterprétation
dans laquelle la tradition japonaise s'hybride avec, d'une certaine manière, une inspiration méditerranéenne. On est dans la Drôme, on est au début de la Provence. Donc vous avez ici le jardin d'accueil qui initie, qui ouvre ce parcours où on va voir tout un travail sur le matériau minéral, sur la présence de pierres, à la fois de pierres naturelles et de pierres de remploi, de pierres de récupération taillées. Tout un travail sur les volumes, tout un jeu, là encore, sur le couvert et le découvert, donc les zones boisées, les zones ouvertes, et donc la lumière et l'ombre, ça c'est fondamental dans les jardins, c'est la base des jardins, c'est ce jeu sur cette manière dont le végétal crée l'atmosphère, crée l'ambiance. Et puis, donc ces végétaux taillés, ces pierres volcaniques qu'Éric Borja va chercher dans la montagne, on est près du Vercors, des pierres volcaniques, des pierres calcaires, tout un travail là encore, donc, comme je disais, sur le minéral. Le jardin de méditation, donc cette adaptation du carré Sansui, avec des allusions comme ça directes aux îles des Grues, à tout le vocabulaire formel et iconographique des jardins japonais d'Iozen. Et en même temps, donc, on voit ici très bien sur cette image comment ce petit jardin est devant une maison provençale où on a ces volets bleus. Donc on a cette poésie un petit peu d'hybridation, du métissage. Les végétaux taillés, une évocation du mont Fuji. C'est la seule partie où Borja, en tant que sculpteur, finalement, laisse apparaître son travail précédent. Ces trois chaînes qui ont été maintenues précieusement, on voit bien comment le relief ici récupère des traces de restants, des traces de terrassement agricole pour donner lieu à une ouverture. Et ici, la création d'un jardin promenade, donc une autre forme, donc entièrement organisée autour de bassins, d'une série de bassins qui se déversent les uns dans les autres, et peu à peu l'espace s'ouvre, la lumière se fait plus intense, l'écoulement de l'eau, et puis enfin, au sud, une terrasse, et donc ici, davantage cette inspiration méditerranéenne qui s'affirme, ce petit jeu très raffiné de nivellement, de marche, des pierres de récupération, des pierres taillées, qui forment une sorte de belvédère très simple, et en même temps, les bambous, donc le matériau, là encore, est dans le métissage, qui s'ouvre sur ce paysage agricole sans rupture, sans clôture, sans solution de continuité, et donc avec cette manière très belle dont le jardin s'ouvre sur le paysage. Autre jardin, d'ailleurs, lui aussi lié à une réinterprétation de la tradition orientale, d'une manière un peu plus peut-être complexe, c'est ce célébrissime jardin de la spéculation cosmique. Ça, c'est une des icônes aujourd'hui du paysagisme contemporain, conçu par Charles Jenks, donc cet architecte qui est le père de la notion de postmodernisme, et son épouse, Maggie Caswick, qui était une très grande spécialiste des jardins chinois. Et ils ont donc transformé le domaine des Caswick en Écosse en cette extraordinaire création qui a une ambition extraordinaire, enfin une ambition fascinante, qui est de transcrire dans les formes du jardin notre nouvelle vision du monde, d'utiliser le vocabulaire des jardins, le vocabulaire occidental, les jardins du XVIIIe siècle notamment, les earthworks, donc là on voit avec ces spirales tout cette idée des grands terrassements du land art de Smithson, etc. Et aussi la tradition chinoise, la géomancie notamment, et l'anthropomorphisme, la manière dont les éléments du paysage peuvent être associés à des dénominations animales, d'associer tout ce monde-là au nouveau paradigme de la science contemporaine, la physique quantique, les turbulences, le chaos. Alors, je vous montre quelques images, tout ça extrêmement complexe, on pourrait y passer des heures. Là aussi, on a juste des publications, je vous signale que va paraître un nouveau livre de Charles Jenks dans quelques semaines sur ce jardin, qui est extrêmement connu. Une vue aérienne où vous voyez donc l'ensemble donc très complexe avec des traitements de l'espace très très différenciés, mais en même temps toujours une sorte de poétique de la courbe qui donne l'unité, le plan.
Et ces différents, notamment cette partie-là, donc ces grands tertres et ces bassins qui ont des noms d'animaux, hein, les tertres de l'escargot, les lacs limaçons, le tertre du serpent, donc en référence à la géomancie, et qui en même temps, à travers ces courbes très dynamiques, et en particulier quand on le visite, on a vraiment une espèce de glissement de vertige, évoquent les turbulences, ces chaos, cette idée des ondes, la mécanique ondulatoire, donc une manière poétique d'évoquer la vision du monde générée par la science d'aujourd'hui. Ici, on a une réinterprétation directe du ha-ha anglais, hein, donc ces fameux dispositifs qui permettent de créer une discontinuité spatiale et en même temps une continuité visuelle, mais qui s'appelle donc la Symmetry Break Terrace. Il y a 4 discontinuités dans ces ondes qui évoquent les 4 stades de l'histoire de l'univers, l'énergie, la matière, la vie et la conscience. Il y a encore d'autres formes, et puis cette Universe Cascade qui évoque l'histoire, cette fois-ci, de l'univers à travers toutes les étapes depuis le Big Bang, hein, donc c'est le fameux modèle, le nom m'échappe, le modèle cosmologique standard, voilà, donc cette théorie aujourd'hui qu'on essaie d'améliorer avec les fameux cyclotrons, etc. Hein, donc entre l'infiniment petit et l'infiniment grand qui est évoqué dans le jardin. Alors, ces jardins privés, ils sont support de... Je vois que je galope, je vais très vite, parce que j'ai toujours peur. J'ai amené beaucoup d'images, peut-être avoir le... On est à peu près à la moitié, donc ça va. Ils sont donc liés à des personnalités. On est dans le jardin, dans la dimension humaine du jardin, et c'est pour ça que j'ai pris ce titre, le projet humain. Et c'est bien ce dont il est question dans toute l'histoire des jardins, et en particulier dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, l'humain, c'est le social, c'est le public, mais c'est aussi l'intime. Et c'est aussi la passion, c'est aussi l'amateurisme au sens le plus noble du terme, hein, du latin l'amour des plantes en particulier, qui est un autre des éléments de tout ce foisonnement de démarches qui renouvelle le langage du jardin et qui est à l'œuvre dans ces tendances actuelles du jardin, et donc la manière dont la composante végétale, on l'a déjà vu à travers notamment le cas de Citroën, est redevenue au centre de la création des jardins et est traitée d'une nouvelle manière en lien avec ces préoccupations écologiques, cette conscience environnementale que j'évoquais au début. Alors comment est-ce que ça se traduit dans les formes, hein, puisque le jardin, c'est aussi, on l'a vu un instant avec le jardin de la spéculation cosmique, c'est pas uniquement des idées, c'est pas uniquement des théories ou des visions du monde, c'est d'abord des formes sensibles, c'est d'abord des espaces que l'on parcourt, que l'on contemple et qui à partir du végétal, de l'air, de la terre, d'éléments d'architecture, crée un ensemble. Donc, quelques exemples, quelques démarches qui renvoient à, cette fois-ci, le lien que le végétal, véritablement, le rôle que le végétal a dans ce renouvellement des jardins. Alors, quelques-uns des jardins que je vais vous montrer, ça c'est aussi une actualité, font fait l'objet encore c'est des pistes bibliographiques pour des invitations de lecture d'un hors-série qui va paraître dans quelques semaines ou quelques jours de la revue Architecture à vivre, avec donc une sélection de jardins contemporains, et certains de ceux que je vais vous montrer en font partie. Et d'abord, alors on pourrait en parler, on pourrait évoquer tellement de lieux, donc là il n'y a que l'embarras du choix, j'en ai juste choisi quelques-uns qui me semblent les plus significatifs. Un jardin de collectionneurs, parce que ça c'est aussi une dimension essentielle. J'ai évoqué Courson et ce renouveau, cet élément fondamental dans le renouveau
du jardin et du vert patrimoine, comme dit Françoise Dubos, qui est l'intérêt pour les plantes, pour la diversité floristique. Et cette idée de la collection, elle est essentielle, et en même temps, elle s'est énormément renouvelée. Et donc, l'exemple qui va illustrer ce que je voudrais vous expliquer, c'est ce jardin plume, qui est un très beau nom, de Patrick et Sylvie Kibel, qui sont un couple de pépiniéristes, donc de professionnels des plantes, qui en même temps ont créé un jardin personnel dans lequel il y a véritablement une vision, une démarche créatrice, et qui a donné lieu donc à une publication il y a très peu de temps, il y a 3 ans, dans ce petit jardin de Normandie. L'idée de la collection, donc, elle s'est beaucoup métamorphosée. L'idée de la collection, on en avait parlé quand j'ai évoqué la Renaissance, c'est le jardin botanique, la manière dont il naît au XVIe siècle en tant qu'institution universitaire, et comme dispositif d'organisation du savoir, d'organisation de la diversité du monde naturel, qu'on n'appelait pas encore, mais ce que nous on appelle aujourd'hui la biodiversité, qu'on cherchait à répartir, à connaître à travers le rassemblement des spécimens, et cette idée d'un jardin à ambition universalisante. Alors, cette idée a peu à peu devenu de plus en plus complexe, parce que, évidemment, vous l'avez vu, je pense, à travers beaucoup d'exposés, notamment celui d'Isabelle Levesque, qui a eu tout ce développement du patrimoine horticole, ces voyages de plantes, cet intérêt social aussi pour le monde végétal, qui fait qu'au XVIIIe, au XIXe siècle surtout, ça c'est vraiment l'âge d'or de l'horticulture, il y a cette formidable extension de la palette végétale. Donc l'idée, l'ambition de réunir en un seul lieu toute la diversité du monde du point de vue végétal est devenue utopique. Et donc on a de plus en plus eu le développement de l'idée d'une collection spécialisée, alors qui est là encore une idée dont on pourrait faire l'histoire. J'évoquais, quand je parlais de la Renaissance, le développement par exemple des jardins de bulbeuses, des jardins qui sont des grandes modes du XVIIe siècle, ces jardins de tulipes, etc. C'est une idée qui s'est beaucoup développée à partir de la fin du XIXe siècle. Un des exemples évidemment évidents, c'est l'invention de la roseraie, qui naît véritablement à la fin du XIXe siècle en tant que tel, notamment avec le projet d'Édouard André à La Haie des Roses. Et donc, on a l'idée d'un jardin spécialisé sur un type de végétal. Alors, ça a été très longtemps les roses, évidemment, et d'autres formes. Et puis, de plus en plus, une diversification, là, on pourrait, à partir de l'étude de ces jardins, évoquer toute la manière dont on a une évolution des modes du point de vue des plantes utilisées, les géraniums, les hostas dans les années 80, aujourd'hui c'est les eucheras, les désespoirs du peintre, etc. Il y a ces phénomènes, comme dans toute création humaine, il y a des phénomènes de mode qui naissent d'initiatives et qui se diffusent peu à peu par un mécanisme très complexe entre la volonté de distinction, comme disait Bourdieu, et puis le mimétisme qui fait qu'on fait ce que fait le voisin ou ce qu'on nous dit de faire. Et donc, un jardin qui, ici, choisit de collectionner un type de végétal qui, au moment où il a été créé, il y a 13 ans maintenant, n'était pas encore autant sur le devant de la scène, les graminées. Les graminées, des plantes qui, finalement, pendant longtemps, faisait partie essentiellement de ce qu'on appelait les mauvaises herbes, donc c'est le chien-dent, ou à la limite le blé, l'orge, etc., les céréales, donc pas des choses qu'on plante dans les jardins. À la limite, on avait l'herbe de la pampa qu'on utilisait, mais ce n'était pas un végétal tellement utilisé pour ses potentialités dans les jardins, et aujourd'hui, c'est incontournable. Tous les jardins d'aujourd'hui ont des graminées, tout le monde plante des graminées, vous avez des graminées dans tous les aménagements de bord de voiries, les ronds-points, etc. Pour toute une série de raisons, parce que c'est une plante d'abord qui, je crois, correspond à notre désir notre imaginaire champêtre, donc ça c'est
ce que je vais développer à travers d'autres exemples, c'est l'esthétique naturaliste finalement qui s'est instaurée à partir des années 90 en lien avec la conscience écologique. C'est aussi, pour des raisons très concrètes, très pratiques, une plante frugale, une plante qui se contente, enfin un type de plante, c'est une graminée, c'est même pas une famille végétale, c'est même au-delà des poacées, il y a les carex, etc. Donc c'est un monde végétal. Il y a des centaines et des centaines de variétés. Ce sont des plantes qui peuvent, dans beaucoup de cas, se contenter de soins très limités, notamment juste un peu d'arrosage à la reprise et après elles vivent leur vie, et qui correspondent aussi à l'idée d'un jardin plus économe en soins, plus écologique du point de vue de sa gestion. Alors, ces graminées, ces idées, on va y revenir parce qu'elles sont fondamentales, elles sous-tendent tout ce qui se passe finalement aujourd'hui. Elles ont fait l'objet notamment de ce merveilleux jardin Plume, un jardin dans lequel finalement le parti, l'idée générale, c'est d'associer en contraste cette sensualité des graminées, ces herbes qui ont doigt au vent, qu'on a envie de toucher, hein, ça c'est les pénicetum, ces magnifiques herbes aux écouvillons qui sont soyeux, c'est sensuel les graminées, et en même temps d'avoir un tracé très rigoureux, géométrique, qui évoque un petit peu la trame des jardins de la Renaissance, cette trame modulaire, et ce contraste de rigueur et de douceur qui provoque, qui génère cette ambiance extraordinaire avec ce paysage normand d'un ancien verger transformé. Simplement, ces grands carrés ici, que vous avez vus en plan, donc parmi les pommiers, qui sont un traitement différencié de zones de pelouse et de prairies. Alors tout cela semble naturel, mais en réalité, toutes ces différentes zones sont des zones de culture dans lesquelles ce couple de pépiniéristes passionnés testent des plantes, voient comment les plantes se comportent entre elles. Et donc là, on est dans la question des associations, hein, cette idée qu'un jardin, c'est marier les plantes ensemble. Alors, pendant longtemps, on a cherché à les marier essentiellement du point de vue de leur effet esthétique. Hein. C'est la fameuse, notamment, mixed border dont Monique Mosser a dû vous parler à propos de J. Cole. C'est pas elle qui l'a inventé, mais c'est elle qui lui a donné ses lettres de noblesse. Et puis, de plus en plus, au fur et à mesure que s'est développé au cours du XXe siècle une connaissance de plus en plus fine du comportement des végétaux, ce qu'on appelle la phytosociologie, on a pris conscience qu'il y avait aussi à considérer des affinités entre les plantes. Il y a des plantes qui aiment bien être ensemble, il y a des plantes qui détestent être ensemble. Et donc, c'est tout à fait ce que font Sylvie et Patrick Kibel dans ces parcelles expérimentales. Vraiment, là encore, un jardin laboratoire. Et qui, en même temps, a cette merveilleuse poésie là, en fin d'automne, en fin d'été plutôt, les feuillages des graminées qui sont laissés et qui transforment l'espace. Hein. Un des carrés simplement traité en miroir d'eau et qui amène toute cette lumière, avec en particulier au moment du couchant. Une partie beaucoup plus structurée devant la maison, le jardin d'été, hein, donc un dessin de buis, de bordure un peu classicisant, mais un jeu sur les cultivars, les variétés aux couleurs très fortes, jaune, rouge, hein, donc toute, là encore, palette végétale, hein, cette manière donc d'utiliser de décliner un même végétal dans toutes ses variantes, toutes ses tonalités, toutes ces nuances qui sont permises par les obtentions végétales. Le jardin d'automne sur le côté de la maison, ou au contraire, alors toujours des buis en structure, mais beaucoup plus dans la douceur, les astrances, les ancolies, des couleurs pastel. Et puis, c'est cette réinvention de la mixed border, hein, où on utilise les volumes graphiques vaporeux des graminées pour amener des ponctuations, créer des rythmes, marier des textures, ça aussi c'est fondamental, hein, donc là avec la délicieuse nigelle de Damas et tout ce jeu des feuillages pourpres sur les fonds dorés, qui est tout à fait typique du travail aujourd'hui de jardiniers, de nombreux jardiniers, de nombreux paysagistes, et qui s'inspire, alors juste l'image de la pépinière, parce que c'est donc un jardin qui est lié à une activité de pépiniériste, hein, et donc à un savoir-faire extrêmement profond sur les comportements des plantes. La grande source d'inspiration ici, évidemment, c'est ce paysagiste que j'ai déjà nommé, qui est Piet Oudolf, hein, qui est le
finalement le paysagiste peut-être qui a le plus contribué à cette reconnaissance des graminées, à leur transformation de statut de mauvaise herbe en vedette de nos jardins d'aujourd'hui. Hein, ici, son intervention au Millennium Garden, donc on voit comment les graminées sont associées à ces grandes masses de plantes. Et donc, Oudolf, alors, lui aussi, a un traité à son actif, hein, donc un livre qui a été traduit en français, en collaboration, mais qui est une sorte d'exposition de ces grands principes sur la conception des jardins à partir de leur patrimoine végétal, de leur composante végétale. Et donc, Oudolf réinvente la mixed border, où la mixed border longtemps a été l'idée d'un panachage, avec des petites masses et des jeux de contraste, et lui au contraire considère qu'il faut avoir ces grandes zones où on a des plantations en masse, vraiment, et pas simplement quelques pieds, mais ces grandes zones, parce que justement, tout son travail repose sur une connaissance de la phytosociologie, de la manière dont les plantes se comportent. Certaines sont plus colonisatrices, d'autres au contraire sont plus timides, et donc le jardinier tempère, orchestre cette cohabitation des plantes. Et puis des images de son jardin personnel, donc là encore son atelier à ciel ouvert, un jardin. Les jardins de paysagistes et de pépiniéristes sont toujours des lieux extraordinaires parce que ce sont des laboratoires véritablement. J'en montrerai quelques autres. Donc, il a réalisé avec son épouse, Anja, à partir de 1982, aux Pays-Bas. C'est un paysagiste néerlandais. Et où on retrouve, hein, donc là, c'est la source d'inspiration du jardin plume, l'idée d'associer un dessin assez fluide, hein, et tout ce jeu sur des associations dominées par les graminées, avec une structure plus rigide, qui tient l'espace, et c'est haies d'ifs, au fond, qui composent toute cette scénographie, et donc tout ce jeu de clair-obscur, très graphique, grâce à la lumière rasante, en particulier le soir ou le matin. Et donc, voilà quelques images de cette ambiance très très belle de ce jardin de Humelot. Le recours donc aux grandes compositions en masse, aux associations de feuillage, aux textures fortes qui sont privilégiées, et avec des plantes fétiches. Hein, et alors chaque paysagiste a ses plantes fétiches. Il y a notamment chez Oudolf les Echinacea, hein, et Oudolf est sans doute aussi a non seulement contribué à la vogue des graminées, mais à la vogue des Echinacea. Pour tous les gens qui jardinent ici, où je pense que vous avez croisé des Echinacea dans les revues de jardinage, etc., on en parle sans arrêt aujourd'hui, c'est une des plantes à la mode, hein, comme l'ont été les hostas, etc. Et justement, Piet Oudolf est aussi un obtenteur, hein, donc beaucoup de ces jardiniers, ces pépiniéristes, contribuent à enrichir le patrimoine horticole. Alors voilà une de ces créations, Echinacea purpurea virgin, hein, qui a des fleurs doubles avec un blanc très pur. Alors, ce qui est magnifique dans ces plantes, c'est que là aussi, vous êtes dans la palette. Vous êtes comme chez le marchand de couleurs, et vous avez toutes ces déclinaisons de teintes dans une même plante qui chacune a un comportement différent. C'est une Echinacea assez compacte, qui a un cœur vert. Donc, et vous avez... quand vous pensez qu'il y a aujourd'hui à peu près, et c'est compliqué d'avoir ce genre d'estimation, 16 000 variétés de rosiers, et on ne parle que des rosiers, que chez certains pépiniéristes, vous trouvez 700-800 variétés de pivoine, 700-800 variétés d'érable japonais. Donc vous imaginez quel bonheur on a pour composer des jardins à partir de cette richesse, hein, et qui a été une reconquête, hein, parce qu'il y a 30 ans, 40 ans, par quelques pépiniéristes passionnés et hautement spécialisés, on n'avait que toujours les mêmes plantes à disposition, les mêmes prunus, les mêmes forsythia, etc., qui peuvent être somptueux, mais pas s'ils sont banalisés. Alors il y a les graminées, il y a au-delà des formes paysagères qui sont emblématiques de cette sensibilité naturaliste, cette esthétique naturaliste qui a émergé dans les années 90 et finalement triomphé dans les années 2000. En particulier le marais et la prairie fleurie. Donc quelques exemples de ces formes emblématiques qu'on rencontre dans les jardins et qui renvoient à cet imaginaire champêtre, à ce désir de nature, pour le dire de manière très, très ramassée, qui est une des composantes donc, de ce retour au jardin.
Alors le Marais, un des premiers exemples dans lequel cette idée d'insérer un marécage avec une dynamique naturelle au sein d'un aménagement artificiel, c'est le parc du Saussay en Seine-Saint-Denis, donc de l'atelier Courajou, Claire et Michel Courajou avec Jacques Coulon. Donc grand, immense parc périurbain de 200 hectares lié à une volonté politique forte de ce conseil général de Seine-Saint-Denis qui a été un des premiers à faire des concours de paysagistes dans les années 70. Je vous montre quelques images pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc cette grande composition en trame qui associe différents types de scènes forestières, scènes bocagères. On va voir ici surtout le Marais. Des images, alors, déjà au niveau de ce que l'équipe Courajou appelle la zone bocagère, on a déjà cette idée de transcrire des formes du paysage agricole dans un parc. Alors en fait, donc, le thème bocager, c'est la haie et les fossés, mais c'est en même temps une idée d'aménagement liée à des enjeux très précis du parc, puisque le parc correspond à une zone de réserve qui est inondable et donc qui permet, en cas de forte crue d'orage, d'avoir l'eau qui est stockée pour ne pas protéger les habitations. Et donc tout ce jeu de déclinaison de niveau de fossés contribue à cette fonction du parc et en même temps donne lieu à ces ambiances très champêtres, très sauvages, qui sont fondamentales dans un parc au sein d'un tissu urbain très dense, de zones qui se sont métamorphosées en une cinquantaine d'années entre le nord de Paris et Roissy, où les habitants ont vraiment un désir de campagne dans des zones qui étaient autrefois des champs de blé. Et donc, surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie, le Marais, qui est en bordure du lac de Savigny, qui est un aménagement artificiel. On le voit très bien sur l'image ici. Donc, il y a vraiment un dessin en trame qui renvoie à cette poétique spatiale géométrique qui est à l'œuvre dans le reste du parc, et qui est en même temps un lieu où les paysagistes, finalement, instaurent une dynamique naturelle. On aménage, on plante un petit peu, et après, entre guillemets, la nature fait le reste. Et ce sont donc des zones qui ont été aussi conçues comme des zones de réserve dans lesquelles peu à peu les poissons reviennent, les oiseaux. Ce qui est extraordinaire avec la nature, entre guillemets, c'est la manière dont la capacité qu'a la vie de reconquérir le moindre bout d'espace. La nature a horreur du vide, ben oui, parce que c'est l'ADN qui se duplique, et donc les végétaux, les animaux qui se reproduisent, etc. C'est ce miracle. Et le jardin, finalement, accueille ce miracle et le met à voir, le donne à voir, avec ce petit belvédère qui permet donc de contempler cette zone. Et on retrouve dans beaucoup d'aménagements contemporains cette idée du marécage, qui est artificielle, mais qui donne une apparence de naturel et qui, en même temps, et c'est tout le paradoxe, instaure un lieu, crée un lieu dans lequel des dynamiques biologiques, écologiques, au sens environnemental, vont pouvoir se mettre en place. Un autre exemple tout à fait intéressant de ce point de vue-là, c'est le parc Saint-Pierre à Amiens, créé par Jacqueline Hosty. On est un petit peu plus tard, donc au début des années 90, avec un grand parc urbain qui utilise des ressources hydriques. On est au niveau d'une confluence avec la Somme, et donc dans un terrain assez marécageux qui va traduire d'abord, notamment dans cette zone, transposer, c'est toujours une idée, on a toujours ça dans l'histoire des jardins, la manière dont le jardin interprète finalement la morphologie du paysage agraire ou urbain. Bon, ici, donc, ce sont les ortillonnages qui vont être donc une donnée fondamentale du paysage des environs d'Amiens, qui va être traduit en termes de jardin, et puis la grande zone du marécage qui va encore une fois amener une zone une ambiance plus sauvage. Voilà juste une image de cette partie. Et dans le même temps, un travail sur les circulations, cet abri avec donc une architecture très simple, mais en même temps assez nettement visible dans l'espace, qui identifie donc cette zone comme faisant partie du jardin. Et on pourrait
démultiplier les exemples, on a toute une gradation entre ces marais de jardin qui sont, dans certains cas, qui s'affirment comme éléments de jardin, avec par exemple un dessin assez précis des bordures, des berges, ou au contraire, ou ici donc là un élément architecturé qui vient identifier ce lieu comme faisant partie du jardin, et puis au contraire, tout un travail sur la manière dont des choses se fondent, dont les transitions, les lisières, ça c'est fondamental chez les paysagistes, c'est le travail sur non seulement sur des parties différentes d'un espace, d'un paysage, mais ce qui se passe dans les bordures, là où les choses s'interpénètrent. Et donc, la manière dont les berges permettent une transition entre des parties différentes du jardin. Et voilà quelques images. Alors ici, cette zone qui évoque un peu les ortillonnages, hein, qui est donc une sorte de chevelure d'eau qu'on a vu tout à l'heure sur le plan, et qui permet aussi à l'eau de circuler. Donc le parc est une sorte de grand système de drainage du territoire, comme beaucoup de jardins ont toujours été. Cette zone beaucoup plus sauvage du Marais, hein, donc avec là un dessin très marqué ici, au contraire, la volonté de dissimuler un petit peu le tracé. Et puis, au contraire, sur la périphérie du parc, en liaison avec la ville, avec le reste de la ville, avec les quartiers, un traitement du sol plus minéral, du mobilier où la connotation de mobilier urbain est plus forte, et donc c'est ces différentes ambiances qui composent le parc, mais où on a donc ce cœur qui est lié au Marais. Et Jacqueline Hostier a repris cette idée dans un aménagement beaucoup plus récent, qui est encore en cours de réalisation, c'est ce parc Clichy-Batignolles du nord de Paris, où elle a repris donc cette idée d'un marais avec le bassin biotope, et donc toujours l'idée d'amener un élément dans lequel des dynamiques naturelles peuvent se mettre en place au cœur de milieux urbains. Et donc tout cela participe à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie urbaine, hein, à cette idée qu'il faut, au sein de la ville, donc on est en plein dans cette idée de la ville fertile, hein, donc cette idée au sein de ces environnements extrêmement contrôlés, extrêmement artificiels, d'avoir ces poches de verdure et de réserve. Alors le Marais et puis la prairie, alors ça aussi c'est un autre leitmotiv, peut-être encore plus, hein, qui est lié à tout ce que je vous ai, tout ce que j'expliquais par rapport aux graminées, hein, cette image, ces images champêtres de vacances, de laisser-aller, de souvent de nostalgie, et on pourrait travailler et réfléchir sur tout l'imaginaire qui a à l'arrière-plan de ce qui se provoque peut-être en vous là quand vous regardez ces images, en quoi c'est lié à notre statut de citadin, d'urbain à l'âge du web de zéro, et bon, beaucoup de jardins jouent sur ces potentialités spatiales, mais aussi poétiques, je dirais, de la prairie fleurie, qui est devenue vraiment un thème en lui-même. Alors, un exemple pour l'évoquer, parce que là, c'est un exemple assez précurseur, justement, celui de Pascal Cribier, donc, qui interviendra dans quelques semaines, le 5 mai. Une image d'un jardin réalisé par Pascal Cribier à partir de 1982, donc à un moment où la prairie fleurie n'était pas du tout un leitmotiv, mais au contraire, en l'occurrence, une sorte d'exercice de style pour ce paysagiste, à Varengeville, en Seine-Maritime, où, donc voilà, le résultat est cette prairie d'été qui vraiment renvoie donc à cette idée des vacances, d'abandon, de quelque chose de négligé, de vague qui ondoie sous le vent. Là aussi, un traité de jardin contemporain, le livre composé par Pascal Cribier, toute une équipe autour de lui, qui va reparaître dans quelques mois. La première édition est épuisée. Et donc, ce travail pourra tenir ce résultat, cette apparence sauvage d'un jardin laissé comme ça à l'abandon. En réalité, il y a tout un travail préparatoire, toute une conception et tout un entretien
voilà au printemps cette zone de la prairie d'été qui est en réalité plantée. Donc c'est un talus qui limite la partie haute et cette grande pelouse qui est traitée en pelouse, donc tondue. Et le talus de transition est planté de lanières d'une graminée persistante, la Descampsia, qui va assurer une structure. Parce que tout le problème d'une prairie naturelle fleurie, mille fleurs, etc., c'est que dès qu'il y a un orage qui s'abat, tous les efforts tombent à l'eau, en quelque sorte. Bon. Et donc, il faut imaginer des dispositifs qui permettent à ces choses légères, mouvantes, de tenir dans l'espace. Et donc ici, c'est lanières de graminées qui vont permettre de tenir. Il y a ensuite voilà, tout un travail de désherbage en même temps, donc de semis, des semis d'annuels, des coquelicots, des coquelourdes, des bleuets, pour obtenir ce résultat. Et également, si je reviens ici, la manière dont on différencie la gestion, l'entretien des deux parties, la partie haute et la partie basse. La partie basse est une pelouse, comme je disais, donc tondue toutes les semaines. La partie haute est une prairie. Donc prairie, c'est quand on ne fauche qu'une ou deux fois par an. Et là, précisément, il y a un moment entre... en fait, la prairie est fauchée plusieurs fois. Il y a un moment vers le mois de mai, mais chaque année, ça varie en fonction de la saison, c'était plus ou moins pluvieux. Là, vous avez vu qu'en ce moment, on a un printemps hyper chaud, hyper sec, donc tout s'accélère, tout explose. Il y a un moment particulier où il faut arrêter les tontes. Et donc ça, c'est le jardinier qui le décide, c'est le jardinier qui le choisit. Et on a là un jardin tout à fait typique, et je vais y revenir avec Gilles Clément, de beaucoup de démarches d'aujourd'hui. C'est fondamental chez Cribier et chez Gilles Clément qui viendront en parler ici même. C'est la manière dont on conçoit le jardin par rapport au jardinier, par rapport à celui qui l'entretient. Il n'y a pas de jardin sans jardinage, et donc c'est une donnée fondamentale. Pour arriver à ce résultat, il faut qu'il y ait tout ce savoir-faire, toute cette attention, et ça, Cribier insiste beaucoup dessus, parfois cette réactivité du jardinier qui, s'il ne fait pas les choses le bon jour, rate, enfin, ne fait pas ce qu'il faut, et on n'arrivera pas à cette chose extraordinaire, cette féerie, cette magie permise par tout ce travail préparatoire. Alors cette idée que le jardinage est à la base du projet, Cribier, c'est une constante. Il a notamment, avec Louis Bénèche et François Roubaud, pris en compte complètement dans son travail de réhabilitation des Tuileries. Et ça, je l'évoque parce que c'est aussi un exemple d'un jardin qui est contemporain, au sens d'une création de notre temps, dans un site historique. Et ça, c'est aussi un type de situation extrêmement intéressant. Donc ce jardin des Tuileries qui a été réhabilité, requalifié, et pas restauré au sens premier du terme, avec toute la création, la ex nihilo, enfin, qui reprend toute une logique et toute une histoire, mais le dessin est entièrement de mode nouveau, de ce grand carré. Et le dessin, très précisément, on le voit sur ces images, est calculé en fonction de la longueur des manches d'outils. Donc il y a une sorte d'ergonomie du jardinage. Travailler dans le jardin, c'est des gestes, c'est physique, et donc c'est une relation entre le corps et l'espace. Et il n'y a pas uniquement la relation du corps et de l'espace du promeneur qui visite le jardin, il y a aussi celle du jardinier qui entretient le jardin, sans qui le jardin n'existe pas. Et donc prendre en compte cette donnée comme point de départ du projet, au lieu d'avoir un tracé qui soit purement esthétique par rapport à des proportions, prendre cette donnée, cette mesure du corps et du manche d'outils comme module pour créer ce tracé. Ça, c'est les coulisses, mais c'est fondamental parce que sans ces coulisses, on n'arrive pas au résultat avec ces plates-bandes très abondant, tout le travail là aussi au centimètre près de réglage des pelouses pour que les allées soient à peine perceptibles, ces allées minérales soient quasiment dissimulées quand on a cette vue comme ça latérale, et pour obtenir ces effets avec des plantations très fortes, enfin des couleurs, là aussi tout un travail sur la palette, donc de floraison qui donne une impression d'abondance, de profusion et de générosité.
Autre jardin, type de jardin complètement lié aux plantes, complètement lié à l'idée même aussi de collection, mais où on va entrer de plus en plus dans des problématiques liées à l'écologie, ce sont ces jardins de collectionneurs qui sont tellement épris d'un genre ou d'une espèce ou d'un type végétal qu'ils deviennent finalement des protecteurs de ces genres. Et c'est tout un réseau, là encore on est dans cette dynamique du monde associatif, qui est fédéré par le Conservatoire français des collections végétales, donc qui est une association qui regroupe des collections de végétaux qu'on appelle donc des collections végétales spécialisées. Il y a des collections nationales, enfin il y a plusieurs degrés de reconnaissance, qui permettent cette fois véritablement de maintenir la biodiversité. Le jardin devient non plus simplement un lieu, comme autrefois, d'étude de la biodiversité ou de mise en scène de la biodiversité, mais de sauvegarde, de protection, de refuge et de laboratoire, encore une fois, pour maintenir la biodiversité à l'échelle d'un genre, à l'échelle d'une espèce. Alors ici, le travail de Liliana Motta, qui est une artiste botaniste, comme elle se définit, qui s'est prise de plantes relativement mal vues en général, y compris par certains botanistes, qui sont ces polygonums, donc ces renouées, mal vues parce qu'elles sont envahissantes. Alors ça, c'est tout à fait ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Alors, ce n'est pas les petites graminées, c'est des vivaces ou des herbacées ou des arbustifs extrêmement vigoureuses qui sont les premières à coloniser les terrains vagues. Donc c'est ce qu'on appelle les plantes rudérales, celles qui profitent tout de suite, qui ont un potentiel biologique très très fort et qui en général sont classées comme nuisibles, sont jugées plantes à éradiquer parce que trop envahissantes. Et chez Liliana Motta, il y a eu tout un travail. Ce travail sur ces polygonums s'inscrit dans une démarche artistique justement de mettre en valeur des mauvaises herbes. Et ça, c'est typique, c'est très significatif de ce changement des sensibilités qui s'est opéré par rapport au jardin depuis une vingtaine d'années, et de choisir ces plantes plutôt délaissées, plutôt mal vues, et de les collectionner et d'en avoir aujourd'hui la collection la plus importante au niveau national et une des plus importantes au niveau mondial. Il y a plus de 70 taxons, c'est le mot technique des botanistes pour espèces, variétés, etc., qui sont dans ce jardin des Hautes-Haies, et donc en lien avec aussi donc, une démarche artistique, un travail photographique, que j'évoque juste avec quelques images. Ça, c'était une exposition à Nantes, au lieu unique. Et au-delà, puisque Liliana Motta, donc là c'est son jardin personnel, toujours l'atelier personnel de ses créateurs, mais elle est intervenue sur d'autres sites, notamment ici à la Condition publique à Roubaix. Autre exemple de jardin ou d'aménagement dans un contexte de friche industrielle, cette Condition publique, c'était 2 grands entrepôts de textiles, où notamment on entreposait des ballots de fibres textiles, qui ont été réhabilités par l'architecte Patrick Bouchin. Et au moment de la réhabilitation, on s'est aperçu qu'il y avait donc ces toits terrasses qui étaient couvertes de prairies, d'une sorte de prairie naturelle. Et Liliana Motta a intervenu sur ce site, a travaillé avec des botanistes universitaires, et ils ont fait un inventaire. Et en fait, ils se sont aperçus que dans cette prairie, alors là, vous avez le résultat après l'aménagement, il y avait des centaines d'espèces, et notamment des plantes venues du monde entier, qui vraisemblablement étaient venues s'installer ici parce elles avaient été transportées dans les ballots de coton, de fibres qui venaient du monde entier. Donc c'est toute l'histoire, y compris l'histoire ouvrière, la mémoire ouvrière de ce lieu, qui était incarnée par cette prairie spontanée qui s'était installée depuis un siècle. Et donc le travail de Liliana Motta, ça a été d'organiser le prélèvement de cette prairie qu'on a vraiment soigneusement mis de côté pour refaire les toits terrasses, et puis ensuite d'imaginer un parcours didactique qui permet donc
il y a un des bâtiments qui est ce parcours où on peut découvrir ce patrimoine, et puis l'autre est en revanche réservé aux spécialistes, aux scientifiques, pour observer comment les choses évoluent, comment d'autres espèces arrivent, comment cette prairie très sophistiquée, finalement, enfin naturelle, spontanée, mais très sophistiquée, réagit au changement climatique, réagit à la pollution. Donc un observatoire. Et puis, autre exemple très différent de démarche qui, finalement, part du jardin, mais part aussi d'une observation très savante du monde végétal, c'est le travail de Patrick Blanc, que vous connaissez tous, donc ces murs végétaux, qui ont été mis au point notamment à partir du Festival de Chaumont-sur-Loire et ici en 92 à la Fondation Cartier, et qui renvoie, en tout cas dans le discours de Patrick Blanc, à l'idée de la biodiversité, l'idée de contribuer, de favoriser la biodiversité dans les milieux urbains en colonisant, en végétalisant les surfaces verticales, alors qui a ensuite été décliné sous plein de formes. Patrick Blanc a breveté le dispositif. Dans certains cas, ça devient même une sorte d'image de marque. Certaines enseignes utilisent ce procédé pour avoir cette espèce de green touch qui est si importante aujourd'hui dans les mondes, aussi dans les stratégies de marketing. Et il y a aujourd'hui toute une série de réflexions sur la manière dont on peut avoir d'autres procédés, parce que le problème des murs végétaux tels qu'ils sont conçus par Patrick Blanc, c'est que c'est pas forcément très écologique, parce que vous avez en fait un système, c'est inspiré de la culture hydroponique, donc vous avez des feutres imputrescibles, un écoulement d'eau avec de l'engrais, mais tout ça se disperse dans le reste d'environnement, et donc on réfléchit aujourd'hui sur d'autres formes de conception. Et puis il y a aussi, je n'ai pas amené d'image, mais on pourrait en parler en détail, c'est aussi un monde passionnant, c'est tout ce qui se passe à propos des toitures végétalisées. Donc cette fois-ci, les toits terrasses, comment on les transforme, pas véritablement en jardin, mais en lieu, parce que c'est pas forcément praticable, on ne peut pas forcément se promener, mais en lieu dans lesquels on a un travail sur les couleurs, sur la plantation, sur les densités de plantation, pour avoir ces interfaces entre l'architecture, le bâtiment et l'environnement qui permettent de réduire, d'isoler thermiquement, de récupérer l'eau de pluie, de filtrer la pollution urbaine, etc. Il y a énormément d'avantages qui font que ce type d'aménagement est de plus en plus pratiqué. Et toutes ces démarches que j'évoque participent à ce que je voudrais surtout souligner dans la dernière partie, cette idée qu'à travers le jardin, finalement, aujourd'hui, on a des expérimentations, encore une fois, des laboratoires qui cherchent à répondre concrètement aux défis écologiques d'aujourd'hui, à ces grands défis planétaires, le changement climatique, le respect de l'environnement, etc. Et peut-être donner forme, encore une fois, le jardin, ce sont des formes sensibles, à des manières responsables d'habiter la planète. Alors, ces démarches, évoquées par exemple par un numéro récent de la revue des carnets du paysage, donc Écologie à l'œuvre, qui a été conçu par Marc Rumlar et Bernadette Lizet. Il y a toute une série d'exemples qui sont évoqués, je vais en montrer d'autres, naissent notamment de tout ce contexte culturel que j'ai baptisé tout à l'heure au début la conscience écologique, donc à partir des années 60 et surtout 70, et a été préparé par quelques figures pionnières, notamment une qui est peut-être pas très connue, pas suffisamment connue par rapport à l'importance, je crois, qu'elle a eue, qui est ce paysagiste néerlandais, Louis-Guillaume Leroy, qui est un des grands modèles de Gilles Clément, en fait, un des grands précurseurs, qui a devancé ou annoncé le travail de Gilles Clément, qui est ce paysagiste qui, dès les années 70-80, a milité pour l'application au jardin des principes de l'écologie. L'idée de Leroy, c'est qu'un écosystème, nous apprennent les scientifiques, c'est quelque chose de complexe, premièrement, et c'est, deuxièmement, quelque chose de dynamique. C'est évolutif, ça change toujours. Bon. Et donc, pour Leroy, il faut imaginer les jardins et les paysages par rapport à ces
ces données fondamentales des écosystèmes, leur complexité et leur évolutivité, le fait qu'ils sont en continuelle transformation. Et comment le roi donne forme à ces idées, c'est à la fois un théoricien et un praticien, et bien notamment en construisant cette éco-cathédrale au nord des Pays-Bas, qui est une sorte de monument écologique conçu à partir de matériaux de récupération que Louis-Guillaume Leroy, que vous voyez ici, a patiemment trié, classé, déplacé. C'est un work in progress à la fois végétal et minéral, et qui, à ses yeux, témoigne de la capacité qu'a un seul homme à transformer les choses. Et le roi dit, si quelqu'un avec ses pauvres mains arrive à faire cela, qu'est-ce que pourraient faire des milliards d'humains s'ils prenaient vraiment conscience des enjeux d'aujourd'hui, des défis planétaires, et s'ils décidaient de donner forme d'améliorer les choses et d'accompagner l'évolutivité et la complexité des écosystèmes, plutôt que de vouloir être, comme disait Descartes, maître et possesseur de la nature. Ces idées, on les retrouve aussi dans une expérience libertaire, magnifique, d'un couple de jardiniers, Annick Bertrand et Yves Gillen, qui ont publié un très très beau livre il y a 2 ans qui s'appelle « Les affranchis jardiniers », donc qui rend compte de leur expérience au Jardin du Marais, qui sont à Herbignac, c'est au-dessus de Nantes, dans la Grande Brière. On est donc en bordure d'un marécage, et ce petit jardin d'un hectare qui a été conçu par ce couple rebelle qui a décidé finalement de vivre à travers le jardin ses idéaux d'écologie militante, d'écologie politique. C'est les idéaux cristallisés par mai 68, c'est-à-dire de refus de la société de consommation, et en tout cas de refus d'être esclave de la société de consommation, et donc un choix radical qui est le choix d'un jardin pour vivre en autonomie avec une économie de subsistance, le potager. Yves Gillen travaillait comme coupeur de roseaux, donc c'était une petite source de revenus. Le choix évidemment d'une vie simple, mais et puis à partir de 98, si ma mémoire est bonne, ils ont ouvert le jardin au public, et donc il y a un petit droit d'entrée qui leur permet de vivre, mais ils se contentent de peu. Et le jardin devient finalement une sorte de... dans cette expérience, là encore pionnière, et qui aujourd'hui, qu'on pourrait confronter à beaucoup de démarches qui relèvent de ce type d'approche, le jardin est finalement un moyen de vivre, d'habiter un morceau de territoire en le bonifiant plutôt qu'en le saccageant, puisque c'est un jardin où il n'y a jamais eu d'engrais, jamais de produits phytosanitaires. Il y a, alors juste un petit plan très simple, la petite maison, le potager, et puis en même temps une très grande poésie des espaces. Donc pratiquement pas d'arrosage, à part quelques zones très limitées. Le potager, la petite maison qui en fait a été construite entièrement avec des matériaux de récupération autour de la roulotte. Et finalement, c'est donner forme à ce qu'on appelle aujourd'hui cette notion qui fait école, qui est extrêmement débattue, la simplicité volontaire. Cette notion qui vient notamment de tout l'héritage d'un philosophe essentiel dans ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie de l'environnement, qui est Hans Jonas, donc ce grand, très important livre qui s'appelle « Le principe responsabilité » de 1979. Hans Jonas est un des penseurs qui a donné lieu finalement à la notion de développement durable, qui a vraiment été forgé par le rapport Butland en 1987 et médiatisé à partir du sommet de Rio en 92, et qui aujourd'hui est rediscuté. Qu'est-ce que c'est que durable par rapport à l'idée de développement? Est-ce que développement, c'est pas inconciliable avec durable? Est-ce qu'il ne faut pas parler de décroissance? Vous connaissez tous les enjeux de ce débat qui est extrêmement important aujourd'hui. Et donc la simplicité volontaire, c'est aussi peut-être le choix du jardin, un choix radical que tout le monde n'est pas capable de faire, mais qui, ici, donne lieu à la création de ce lieu extraordinaire qui a une très grande poésie, qui est en même temps aussi un lieu qui nous apprend peut-être à réinventer
à utiliser des choses qu'on pensait archaïques parce que c'est la modernité et c'est la manière dont on ira de l'avant. Ici, par exemple, cet outil qui servait à couper les ajoncs pour donner du fourrage au bétail et qui est utilisé par Evgilène pour pouvoir recycler tous les débris végétaux qui sont employés dans le jardin. Et puis le compost. Evgilène a été je crois aujourd'hui, peut-être des plus grands experts français du compost, parce que ça fait 40 ans qu'il expérimente. Et le compost, ça paraît simple, mais en fait, si vous voulez bien faire du compost, c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il faut l'équilibre entre l'azote et le carbone, donc il ne faut pas que des déchets verts, il faut aussi des brindilles, etc. Et le compost, aujourd'hui, est justement un des éléments qui relie le jardin aux préoccupations écologiques. Paris est en train de se lancer, alors je ne sais pas où ça en est exactement, mais c'est l'an dernier, on avait lancé une première expérience où on demandait à des immeubles volontaires de faire du compost collectif. Ça existe dans beaucoup de villes en France, et Paris est un petit peu en retard par rapport à ça, puisque c'est une manière de recycler tous ces déchets organiques de manière locale, parce que c'est bien beau vouloir faire de la biomasse, mais quand vous devez transporter les résidus organiques jusqu'au centre où on va créer de la biomasse, vous avez la voiture, enfin les camions, donc vous avez de la contribution à de l'effet de serre. On est dans toute cette complexité d'aujourd'hui où si on veut penser les choses par rapport aux grands enjeux, il faut les penser de manière intégrale. Et voilà une dernière image donc, de ces jardins du Marais où en même temps il y a cette merveilleuse poésie. 2 images encore. De ce lieu qui est fertile grâce à ce travail continu et cet apport de compost, etc., dans une sol de tourbière très, très pauvre et très dure, en fait. Autre exemple, alors là, beaucoup plus monumental et extrêmement connu, ça c'est une autre icône du paysagisme contemporain, mais de projets où le jardin vient finalement donner forme à des idéaux liés à l'idée même de développement durable, c'est ce grand parc paysager de l'Emscher, conçu par Peter Latz et son agence, à Duisbourg, dans le nord, en Rhénanie, donc dans la Ruhr, paysage post-industriel. Donc on est dans ce territoire qui était complètement entièrement organisé par la sidérurgie et par les mines de charbon, donc une économie en crise à partir des années 70-80, et problématique, qu'est-ce qu'on fait de ces grandes usines? Eh bien, il y a eu tout un travail de réflexion. Les Allemands sont assez pionniers en la matière pour imaginer non pas d'éradiquer, d'effacer cette mémoire, mais de transformer ces usines en patrimoine archéologique industriel et de créer un jardin qui soit à la fois un parc qui attire des touristes, qui génère une nouvelle forme d'activité économique et qui en même temps soit en lui-même une sorte d'opération de dépollution. Et voilà le résultat, donc ces floraisons d'arbres au pied des hauts fourneaux. Comment tout le projet a consisté à récupérer, recycler des structures, des infrastructures industrielles pour les métamorphoser en promenade. Et voilà, avant, après, enfin, avec ces sols très compliqués, ces sols très pollués, des métaux lourds, et donc on a aussi beaucoup de mise au point aujourd'hui de procédés qui utilisent les plantes pour dépolluer les sols, ce qu'on appelle la phytoremédiation. Utiliser les structures également pour un traitement de l'eau qui permet de dépolluer l'eau, donc de cette petite rivière, l'Emscher, qui était totalement vidée de poissons. C'était typique de ces zones industrielles. Et donc ce parc qui est un des modèles de ce type d'aménagement qui se développe énormément en Europe aujourd'hui. Alors, on parle de développement durable. Est-ce qu'on peut imaginer un jardinage durable ? C'est notamment toute la question qui est sous-tendue par la gestion différenciée, ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion différenciée. Cette idée que un jardin, ça a longtemps été une source de pollution. Durant les 30 Glorieuses,
pour avoir des beaux jardins, on mettait des engrais à mort, des phytosanitaires à mort, etc. Et donc le jardin était un des peut-être encore plus polluants que l'agriculture. Et aujourd'hui, on essaie d'imaginer des solutions où les jardins, au contraire, sont respectueux de l'environnement. Et donc ça veut dire notamment, ne sont pas forcément soignés avec la même intensité. Il y a des zones qu'il faut bichonner, et puis il y a des zones qu'on peut laisser plus libres. Et donc ici, par exemple, le parc Méric à Montpellier, qui a été étudié en détail par Gaël Agéry, qui vient de publier un livre sur ces questions, où on a une prairie fleurie. Alors, on est toujours dans la poétique champêtre, naturaliste, mais on est aussi dans l'idée qu'avec ces plantations de facélie, qui est un engrais vert, on aura quelque chose qui est très simple à entretenir et qui va enrichir le sol. La lutte biologique, évidemment, les coccinelles contre les pucerons. Mais c'est en fait l'idée de gestion différenciée. On est aussi dans la gestion intégrée. Comme je le disais tout à l'heure, j'évoquais cette idée des camions qui transportent les déchets verts. Il faut penser quasiment à toutes les étapes. Ça nécessite de prendre en compte tous les éléments qui participent à la création ou à la gestion d'un jardin, et c'est peut-être l'équivalent finalement de ce qu'en architecture on appelle aujourd'hui la haute qualité environnementale, la HQE, même si en même temps beaucoup de paysagistes, Pascal Cribier par exemple dit fréquemment cela, créer un jardin HQE c'est une sorte d'utopie, parce qu'on ne maîtrise pas tous les circuits d'acheminement, de production des matériaux, et donc aucun jardin n'est... tous les jardins sont source quand même de CO2, etc. Et là encore, ce type de gestion peut donner finalement la dimension contemporaine dans des lieux historiques. Et alors ici, le square du Temple à Paris, un square haussmannien qui fait partie des jardins labellisés gestion écologique à Paris, parce qu'on a tout un refus des produits phytosanitaires, et donc du coup les canards se multiplient, il y en a des dizaines et des dizaines, des parcelles qui sont réservées pour les oiseaux, qui contribuent à la biodiversité et aux petits chants qui enchantent nos printemps et qui font que la foule peut en même temps investir ces lieux à une échelle très modeste, c'est 2 hectares simplement, ou 1 hectare, je ne sais plus, mais quelque chose de très limité. Alors, je vais terminer avec juste quelques mots très rapides sur Gilles Clément, qui viendra parler en détail de son travail, mais qui mérite d'être remis en place dans cette présentation de ces enjeux écologiques par rapport au jardin. Donc c'est notamment ces 3 notions, théories qu'il a élaborées: le jardin en mouvement, jardin planétaire et tiers paysage. Jardin en mouvement, l'idée qu'un jardin, c'est avant tout un jardinier, et donc un jardinier qui coopère avec la nature et qui, par simplement une intervention très simple de passer la tondeuse ici, de semer là, va accompagner un processus de déplacement et de dynamique végétale, donc une idée expérimentée dans son jardin personnel à la vallée, et transcrite ensuite dans l'espace public au parc Citroën, donc cette petite parcelle de jardin en mouvement, alors qui n'est pas évidente parce que c'est en même temps une forme de jardinage qui n'est pas forcément tout à fait compatible avec une fréquentation intense. Et puis, le jardin en mouvement a été ensuite, chez Gilles Clément, extrapolé finalement à une vision du jardin qu'il appelle le jardin planétaire, qui est avant tout quelque chose de l'ordre de l'éthique, une éthique écologique, l'idée que notre Terre est aujourd'hui limitée, on a la conscience en tout cas de la finitude de notre Terre depuis qu'on la voit avec les satellites, donc la Terre est comme un jardin, et que réciproquement, n'importe quel jardin aujourd'hui a, du fait de ce voyage des plantes, de ces plantes qui voyagent, souvenez-vous la prairie de la condition urbaine à Roubaix, partout, tous nos jardins sont des index de la planète, et donc de ces 2 prémices, c'est comme une sorte de syllogisme, finalement, Gilles Clément tire une conclusion: n'importe quel humain sur la Terre, n'importe quel citoyen planétaire doit se sentir aussi responsable vis-à-vis de la planète que le jardinier vis-à-vis de sa parcelle, qui est une idée qu'il a mise en scène notamment lors d'une exposition à la Villette en 1999. Je vais essayer d'arriver au bout, et qu'il a également traduit dans des formes concrètes, qui est notamment ces jardins du domaine de Rayol,
où on a différents paysages de la planète qui ont une unité climatique, qui correspondent à ce qu'on appelle un biome, donc le jardin, les paysages méditerranéens, qui sont rassemblés, évoqués à travers ces jardins, et qui ont notamment une unité qui est celle d'être des paysages dans lesquels le feu est une composante incontournable. La Nouvelle-Zélande, etc. Et puis, dernière idée, le tiers paysage, qui est une idée, là encore, très simple quand on la résume schématiquement, mais qui en fait condense tout le savoir qu'on a aujourd'hui sur le monde qui nous entoure. Cette idée que dans les zones où on intervient le moins, il y a le plus de biodiversité. Et donc il faut inclure dans nos parcs, dans nos aménagements paysagers, des réserves, ces tiers paysages. Et donc Gilles Clément le met en scène au parc Henri Matisse à Lille avec ce grand socle ici qu'il appelle l'île d'Herborance. D'Herborance, c'est cette vallée en Suisse qui a été rendue inaccessible par un éboulis au XVIIIe siècle, dans lequel il y a une forêt extraordinaire. Et donc, au parc Matisse, cette forêt plantée artificiellement avec beaucoup de feuillage coloré à l'automne, donc c'est un premier projet, qui va être inaccessible, sera contemplé partout, va peu à peu s'élever, et qui permettra aux scientifiques d'observer ce qui se passe, l'évolution des plantes par rapport au changement climatique, etc., pour pouvoir piloter la gestion différenciée dans le reste du parc. Alors pour finir, quel jardin pour demain? Peut-être cette question qui était posée finalement par une très jolie exposition en 2007 organisée par la mairie de Paris sur le parvis de l'Hôtel de Ville, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, qui, sous la forme de jardin éphémère, mais avec une volonté vraiment didactique et cette idée d'interpeller un peu le public, évoquait tous ces thèmes et les développait, l'herbe, un brin de nature, les jardins partagés, bonheur partagé, et cette vision magnifique quand même de Notre-Dame à travers les feuillages, avec tous les jardins des écoles, les jardins verticaux, ces nouvelles formes de jardinage, la friche urbaine, donc cette idée du tiers paysage que j'évoquais à l'instant, qui est source de biodiversité, et on s'amusait avec un terrain vague artificiel, et puis la récupération de l'eau de pluie et cette image extraordinaire de ce grand arrosoir qui nous invite à réfléchir sur les conséquences de qu'est-ce que c'est que prendre un bain par rapport à tous les enjeux de l'eau aujourd'hui. Alors je voudrais juste finir là-dessus parce que c'est vraiment une des questions actuelles, le changement climatique. Et une des conséquences, économiser l'eau. Et donc, comment des jardiniers aujourd'hui imaginent des solutions nouvelles, des solutions pour l'avenir. Et ça a été notamment aussi évoqué par un autre numéro des carnets du paysage, qui s'appelait « Des défis climatiques ». Alors, par exemple, le jardin sec. Aujourd'hui, beaucoup d'horticulteurs, de pépiniéristes, de jardiniers, de paysagistes, imaginent des jardins qui n'ont pas besoin d'arrosage. Puisqu'on imagine que l'augmentation des températures globales, alors tout ça, c'est très compliqué, vous savez, parce qu'en fait, c'est un changement climatique, c'est pas uniquement un réchauffement climatique. Donc, on imagine qu'on va avoir plutôt des précipitations en baisse, notamment en été. Et donc, Basse-Château, depuis une vingtaine d'années, dans une des régions les plus sèches d'Angleterre, où c'est assez aride en été, a fait un gravel garden, un jardin qui n'est jamais arrosé, dans lequel elle expérimente, là encore, jardin de pépiniéristes et jardin laboratoire, des végétaux qui peuvent tenir dans de telles conditions, avec les érémérus, etc., les cardons qu'on a vus tout à l'heure, et en même temps qui crée une poétique extraordinaire, tout un travail sur les textures, sur la palette, qui rejoint tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Un autre jardin de Pascal Cribier qui va exactement dans ce sens-là, c'est le jardin sec à Aramon, dans le domaine du plaisir, où on a un cheminement très simple de dalles en forme comme ça d'épingles à cheveux qui sont plantées et ensuite laissées, sans arrosage, il y a une gestion bien sûr, mais on a tout un choix. Et donc là, ce qui compte, encore une fois, c'est le travail sur la composante végétale, le choix des végétaux les plus adaptés dans cette palette immense, ces milliers ou millions, je ne sais pas, de variétés aujourd'hui disponibles qui permettent donc, grâce à un choix, en connaissant leur comportement, d'avoir ce type d'aménagement.
et ce type de résultat merveilleux. Et puis, enfin, un jardin qui évoque finalement cette idée d'économiser l'eau. Un jardin qui était conçu par Domenico Luciani, qui vous a parlé la semaine dernière, avec un très grand paysagiste italien qui nous a quittés il y a quelques années, Ippolito Pizzetti, qui est le jardin de la Fondazione Benetton Studi Ricerche, donc ce centre de recherche sur le paysage en Italie, à Trévise. Un tout petit jardin, quelques centaines de mètres carrés, qui est en fait conçu aussi pour les promenades, mais aussi pour pouvoir accueillir le public quand il y a des expositions, des colloques, c'est un lieu culturel. Et donc avec un dessin très simple, une sorte de grand cercle planté de géranium, juste 3 grenadiers. On est en bord d'un canal. Trévise, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ville proche de Venise aussi dans sa morphologie urbaine, sauf que les canaux sont cool, c'est de l'eau vive, c'est pas la lagune. Et donc, vous voyez ici donc ce tracé très simple, très géométrique, et ce grand cercle qui évoque une sorte de cadran solaire creusé d'une tranchée qui récupère l'eau de pluie. Alors tout ça est très symbolique, en fait, l'écoulement de l'eau se fait normalement, mais ici, ce qui est finalement en jeu, c'est la manière dont le jardin devient une sorte de réceptacle, de recueil ces pluies, et à travers un détail extrêmement léger, mais en même temps très, très précieux, c'est ce filet, ce liseré d'or, qui nous dit finalement à quel point l'eau est précieuse. L'eau est comme de l'or qui s'écoule. L'eau de pluie, simplement, qui va s'écouler et rejoindre le canal, elle a cette préciosité-là, et donc il faut en prendre soin, il faut veiller à limiter la manière dont toutes nos activités modifient la teneur de l'eau, parce que vous savez qu'après, c'est irrémédiable. Aujourd'hui, on a tous les poissons qui changent de sexe parce que vous avez les médicaments qui sont dans les rivières. Enfin, l'eau, ce grand cycle, l'eau a beau circuler sur toute la planète, notre planète est finie, comme Gilles Clément nous le rappelle, et donc il faut en prendre soin. Et donc ce petit liseré d'or tout simple qui finalement nous fait du jardin non plus simplement une forme sensible dans laquelle s'incarnent ces idéaux, mais aussi finalement peut-être un message et une sorte d'appel à la sagesse par rapport aux grands défis qui sont ceux d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup de votre attention.